Alors Ariel, quand est-ce qu'on aura le plaisir de recevoir Madonna? Ah bah Madonna va venir. Hein, ah oui, oui. Parce que moi, quand je vous ai loué l'appartement, hein, je pensais Pamela Anderson, hein, Candy Morgan, Julie Skywalk, hein, ce genre de personnages, quoi. Non, mais elles viendront bientôt. Ça, mais enfin, cela dit, aujourd'hui, on a une émission intéressante, c'est la politique prise de tête. Donc, il y aura Patrick Devedjian, le porte-parole du RPR, Maurice Dantec, le grand écrivain de science-fiction, l'auteur des Racines du Mal. Hein, Donc, la semaine prochaine, il y aura Laetitia Casta? Ah oui, enfin, si tout se passe comme prévu, oui, il devrait être là. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Alors, Colombe, Ariel. Bonjour Colombe, je vous connais. Très heureux, bonjour. Alors, laissez-moi vous présenter un tout petit peu l'appartement. Ce tableau, qui est un Delacroix original, qui a été volé puis retrouvé cette semaine. Le petit secrétaire où travaille Francis, le propriétaire de l'appartement. Donc, il est un peu étroit tout de même. Hein. Des cartes Pokémon, car Francis est maître Pokémon. Alors ici, une pièce climatisée qui vous attend, ainsi que Maurice Dantec, l'autre invité de l'émission. Alors c'est un bureau. Je suis un petit peu formel dans mon... Vous avez lu le roman d'Henri? Vous n'écrivez pas de roman? Pas encore, mais ça peut venir. Toute la classe politique, tout d'un coup, s'est pris d'amour pour le quinquennat. Oui. On a beaucoup parlé, les uns, les autres, M. Giscard d'Estaing en premier. Et ce qui nous a étonnés, c'est qu'il y a un an, notre président de la République, Jacques Chirac, déclarait qu'il était opposé au quinquennat. Et puis là, tout d'un coup, il y réfléchit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les hommes politiques changent d'avis facilement Ça ne veut pas dire ça, mais... Ou qu'ils voient d'abord leurs intérêts électoraux avant de voir l'intérêt de la France Alors, d'abord, sur les propos du président de la République il y a un an, on peut les lire de deux manières. En réalité, s'il dit son hostilité au quinquennat au moment du 14 juillet, c'est parce qu'il est hostile à l'évolution vers ce qu'on appelle un régime présidentiel, c'est-à-dire un régime de type américain. Bon. On peut dire qu'il est hostile au fait de raccourcir son mandat. Parce qu'à cette époque-là, attendez, ceux qui lui proposaient de faire le quinquennat, ils avaient aussi cette intention derrière la tête. On n'est pas obligé de tomber dans tous les panneaux. Hein. Mais ceux qui parlaient du quinquennat ont longtemps parlé de réformes qui allaient avec, c'est-à-dire suppression du droit de dissolution, suppression du Premier ministre et coïncidence entre le mandat parlementaire et le mandat présidentiel. Pour éviter la cohabitation. Pour éviter la cohabitation. Ça, Jacques Chirac a dit son hostilité à ce système. Bon. Et je crois que c'est raisonnable. Moi, je suis... Il est pour le droit à la dissolution. Oui, moi aussi, même si ça lui a joué. Bien sûr, ça fait rire. En 73, cela fait 100 ans que la France compte le plus long mandat présidentiel d'Europe. Et on s'inquiète, 7 ans, c'est un peu long. Et j'ai pensé qu'une durée de 5 ans était bonne, d'autant plus que je m'attends à ce que ceux qui occupent cette charge aient tendance à faire 2 mandats et par conséquent, peut-être, s'ils sont élus, bien entendu, à diriger le pays pendant 10 ans et que 10 ans, ça me paraît déjà pas mal. On range bien vite le projet aux oubliettes. Certains s'interrogent tout de même, surtout quand il s'agit d'élire pour 7 ans un candidat un peu âgé. J'aimerais mieux avoir 10 ans de moins. Bon, c'est comme ça. Ce n'est que, après tout, c'est vrai, il faut le reconnaître, que 4 années de moins que le général de Gaulle quand il s'est représenté en 1965. Ce quinquennat, sous une forme ou sous une autre, serait une erreur. Et donc je ne l'approuverai pas. Face à une telle détermination, il ne fallait pas moins que Giscard. En 73, il défendait 5 ans. En 81, il était président depuis 7 ans. En 88, il voulait 6 ans. Maintenant, il juge que 5 ans suffisent à son vieux camarade Jacques Chirac. Pourquoi maintenant? Parce qu'il était difficile de le faire plus tôt, car on soulevait alors l'irritante question de savoir si le président de la République devait se l'appliquer à lui-même. Je l'ai proposé lors de la campagne présidentielle de 1995 parce qu'à mes yeux, la vie démocratique a besoin pour respirer de mandats d'une longueur raisonnable. Alors le président doit refaire ses calculs. En 2002, à 69 ans, il vaut peut-être mieux pour lui ne solliciter qu'un mandat de 5 ans.
je ne dis pas hostile par principe, pas toute discussion mérite d'avoir lieu, mais très réservé. Ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le quinquennat sec, c'est-à-dire seulement le raccourcissement de 7 à 5 ans et aucun autre changement. Maurice, hein. Bon, les problèmes de quinquennat m'intéressent peu parce que moi j'ai quand même l'impression que c'est, excusez, hein, mais c'est un peu du ressemblage, tout ça. Alors bon, ça me passionne pas beaucoup hein, en termes politiques. On dit juste en fait, au fond, on dit juste que le quinquennat va éviter des problèmes de cohabitation. Mais par quelle mécanique? Ça me semble très artificiel. Je ne suis pas sûr. Simplement, ça la rendra moins inévitable. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où le rythme du changement est de 5 ans, on prend plus facilement la patience d'attendre l'issue de ce mandat au plan du corps électoral que si c'est 7 ans, on conçoit cela très bien. Bien sûr, c'est du ressemblage, du rafistolage, mais de bonnes institutions, ce sont des institutions qui sont régulièrement ajustées. La politique comme cordonnerie. Mais alors, qui a décidé de remettre le thème du quinquennat au centre de la vie politique? Un cabinet de communication? On a estimé que c'était opportun. Je crois que c'est le président de la République. C'est lui-même? Non, M. Giscard d'Estaing, lui, a enterré la précédente tentative, puisque vous vous souvenez qu'en 1974, Georges Pompidou avait fait les 3/4 du chemin. Ouais. C'est-à-dire que la réforme du quinquennat avait été adoptée conforme par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Il ne restait plus qu'à réunir le Congrès pour qu'ils votent ensemble, mais Georges Pompidou est mort entre-temps. Et Valéry Giscard d'Estaing, quand il a été élu, s'est gardé de convoquer le Congrès, et la réforme de Pompidou est restée inachevée. Ah, c'est génial, Francis, vous avez installé un jukebox dans l'appartement? Non, ça c'est la clim. Ah, mais alors pourquoi vous dansez? Je sais pas, je trouve ça dansant comme objet. Ah oui, c'est vrai que c'est... Les pop parades, oh. On a eu envie aujourd'hui de parler de ce problème-là. Pourquoi la politique prend la tête? Pourquoi est-ce que les projets politiques et ce qu'il y a au-delà des querelles de personnes et des querelles de partis ennuient les gens? Et ennuie en particulier la frange la plus jeune de la population. On va commencer par voir une histoire des rapports entre la politique et la télévision. Dans l'histoire des relations entre politique et journalistes, il y a un temps pour la pédagogie. Les hommes d'État tentent d'expliquer le monde aux hommes de presse. Il y a un certain temps qu'à la radio et à la télé française, on parle pour ne rien dire. Et je vais vous parler sérieusement. La femme qui est ici a pris dans ses mains la misère humaine et en face, il n'y avait rien. Ça suffit. Mais les journalistes ne comprennent jamais rien. Alors on délaisse la pédagogie. Il faut faire régner l'ordre pour se faire comprendre. Monsieur Marché, vous connaissez la formule de l'émission, soyez détendu, soyez détendu, pas nerveux. Je n'accepte pas. Vous voulez pas répondre sur l'Iran? Je veux répondre sur l'Iran tout à l'heure. Voilà une feuille de papier, inscrivez votre question. Je vais y venir. Bon. Soyez pas impatients. C'est parce que ça nous intéresse tous. Vous avez quand même... Vous êtes à je sais pas combien d'émissions et vous avez l'air tout nerveux, tout tendu. Oh, nerveux pas du tout, mais intéressé par l'Afghanistan. Mais comme les journalistes ne comprennent toujours pas, on les moque de plus en plus. Ils veulent alors s'expliquer à leur tour. Monsieur Balladur, par exemple, si leur père arrive en tête... Vous êtes d'une curiosité. C'est notre métier. Hein? Oui, mais je n'en sais rien moi-même. Réfléchissez 2 minutes. À force de s'expliquer, les journalistes finissent par avoir un peu d'esprit. Non seulement ils ne se laissent plus impressionner par les railleries, mais ils savent moquer les politiques à leur tour. Vous me dites, au fond, vous n'avez... Hein. Non. Parce que non. C'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre, alors s'il vous plaît. Oui, je sais bien, malheureusement, j'avais pas mis... Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier, je suis désolé. Une certaine connivence s'installe alors entre journalistes et politiques. Et cette connivence connaît aujourd'hui sa forme la plus aboutie, grâce à des émissions où le discours politique, enfin, est relégué au second plan. Philippe Semeldi, bonjour. Bonjour et bon dimanche. On va passer 2h30 ensemble pour mieux vous connaître. Est-ce que vous appelez encore docteur? Ça m'arrive. Le discours a énormément évolué et on est passé pratiquement de la langue de bois à ce que j'appellerais le blabla de bois. C'est-à-dire qu'on va dans des émissions de variété, en fait on ne dit rien, on sourit,
Alors, je ne vais pas demander une réponse à Patrick Devedjian, je vais demander à Maurice Dantec. La tragédie des hommes politiques aujourd'hui, j'ose dire, bon, est fatalement comique en fait, parce que inévitablement ils vont devoir, comment dire, ils vont devoir vraiment assumer le rôle de marchandises spectaculaires qui sont, à mon avis, depuis plus ou moins les origines. Mais en fait, vous le savez aussi bien que moi, les grandes décisions stratégiques ne se prennent plus à l'Assemblée nationale. C'est soit pour l'Europe une commission, enfin une espèce d'état-major non élu, non représentatif qui prend des décisions, sinon c'est dans le bureau ovale ou à Wall Street que se prennent les vraies décisions qui engagent l'humanité. Donc, bon, il y a 20 ans, Marchais faisait le pitre avec Duhamel. Bon, ben, maintenant, ils vont là où ça se passe, alors à Canal, j'imagine, ou ailleurs. Vous, Monsieur Devedjian, vous êtes un des rares hommes politiques à dire qu'il faut y aller dans ces émissions de divertissement, Oui. et pas reculons. Bien sûr qu'il faut y aller. Il faut y aller, il faut d'abord qu'il y ait toute la sorte d'émissions. Moi, je ne dis pas qu'il y a des émissions nobles et puis d'autres qui ne le sont pas. Chacune a sa fonction et chacune a son public qui n'est pas le même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai admis une bonne fois pour toutes que ce qu'on vous appelez la démocratie, on va dire que c'est une agence de gestion de l'économie de marché via représentation politique. C'est de ça qu'il faut discuter. Bon, Oui, je veux dire, il est clair. Enfin là, on est dans les guignols de l'info. Ah, vous croyez? Bon, on peut y revenir en tout cas. Mais voilà, bon, moi j'ai un doute simplement sur entre guillemets, votre pouvoir. Il est clair que quand j'entends les mots désaffection du politique ou de la politique, j'ai des problèmes aussi avec ça. Il me semble simplement que peut-être en fin de compte, vous ne faites plus de politique. Mais je dis pas vous, hein, là, c'est pas le problème. C'est bon, ouais, je pense que vous l'assumez très bien en plus. Il y a une... Bon, il faut statuer sur le fait que, je suis désolé, le décodage du génome humain, ça va changer l'homme. Bien sûr. Ok. Et ben pour le moment, je suis désolé de vous dire aussi que les politiciens ne sont pas là. Vous, comme député... Je suis en désaccord en total avec tout ce qui vient d'être dit. Comme député, vous êtes alors en désaccord avec l'homme le plus puissant du monde qui a envoyé ce message-là récemment. I've urged him to spend more time on that. The president's schedule is just as busy as ever. He's just doing different things. One more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind. Clinton envoie un signe précis et il l'envoie à une guilde, à une caste précise qui sont les journalistes, à qui il s'adresse tous les ans de façon traditionnelle. Et il se montre à eux comme un acteur mimant une scène où le roi est nu, où il n'a rien à faire, et où finalement il leur dit « Vous voulez du divertissement, je peux faire ça mieux que vous, c'est à moi de le faire ». Il y a tout à coup une concurrence entre le monde de l'information et le monde de la politique. Et moi, je ne crois pas que ce soit ça, mais enfin... Alors, donnez-moi votre interprétation. Mon interprétation, c'est que Clinton montre qu'il est capable de se moquer de lui-même. C'est un Américain moyen qui est capable de rire de lui-même, comme finalement le font les gens en bonne santé. C'est une question d'hygiène mentale que d'être capable de se moquer de soi. J'ai pas tout à fait la même analyse. Je suis plus d'accord avec Ariel sur le fait qu'il envoie un signal, et je pense qu'il envoie bizarrement un signal paradoxal de revanche en fait de la politique. Il dit effectivement le roi. Aussi. Oui, il dit le roi est nu, c'est vous qui l'avez déshabillé. Regardez-vous vous-même. Il n'y a pas de roi en République. Ah oui, res publica bien sûr, mais non, je veux dire le roi est nu était une image, c'est-à-dire bon, le président est à poil si vous préférez, mais c'est ça qui s'est produit. C'est ça qui s'est produit en Amérique peut-être après Reagan, effectivement. I wish I could be here more, but I really think Bill has everything under control. Wait! Pourquoi il est drôle? Il est drôle simplement à cause du décalage. Il est drôle parce qu'il est bien écrit par des scénaristes d'Hollywood. Non, il est drôle parce que c'est du décalage. C'est-à-dire, il fait des actes de la vie quotidienne du citoyen américain. Il joue à la bataille navale, il nettoie sa voiture, il court après sa femme quand elle s'en va, il est parfois un peu désœuvré. Ce sont des choses qui, en soi, pour chacune d'entre elles, sont banales dans la vie de chacun, mais qui misent
sous la responsabilité du président de la plus grande puissance du monde, deviennent follement drôles. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Il n'y a pas de pouvoir. Où il est le pouvoir? Tout le monde court après. Il est à l'horizon, c'est-à-dire plus on avance et plus il recule. Vous n'avez pas de pouvoir, vous. Il n'y a aucun acte, vous n'avez jamais agi sur la société, en tant que maire d'Antony ou député. Je suis un syndic de copropriété. C'est grave de dire ça. Non, non, mais ça, pour ça, vous êtes... Bon, c'est bien, c'est un langage de lucidité. Peut-être tant que vous peut tenir... Quand je dois décider des sens uniques, bon, dans ma ville, c'est une des choses les plus controversées que l'organisation d'un sens unique, et les plus compliquées, les plus difficiles à mettre en place. Comment je fais? Je fais d'énormes consultations, on voit des centaines de gens, tout le quartier en disant, alors cette rue, on la met dans ce sens-là, ou on la met dans l'autre sens, ou on reste en double sens, on passe des heures et des heures à faire ça. C'est du travail très utile, tout à fait indispensable, et il n'y a aucune magie là-dedans. C'est un travail simple, qui demande de la patience, de la bonne foi et de l'écoute. C'est parce que les gens sont aperçus que les hommes politiques, c'était ça, finalement, les trottoirs. Les hommes politiques, c'est eux. Quand est-ce que la démocratie va finalement entrer dans les têtes et dans les cœurs? Je veux dire, on a substitué la démocratie à la monarchie et on en est resté vraiment au non-dit métaphysique de la monarchie. Mais il n'y a pas que les trottoirs, il y a aussi... C'est pour ça que je veux plus du septennat. Il y a le génome, il y a des grands problèmes. Bien sûr, mais ces problèmes-là, d'abord, on ne sait pas, on est comme tout le monde, les hommes politiques sont comme tout le monde, ils ne savent pas très bien comment les aborder, parce que ça pose tellement de problèmes de conscience. Qu'est-ce qu'on va autoriser, qu'est-ce qu'on va interdire, jusqu'où on peut aller, parce que aussi, les manipulations génétiques, ça peut vous guérir de maladies qui étaient considérées comme incurables, donc il n'y a pas de raison de s'en priver, mais en même temps, ça peut amener des manipulations monstrueuses. Donc, jusqu'où peut-on aller? C'est très difficile à dire. Et les gens, les savants, les philosophes ne le savent pas eux-mêmes. Pourquoi voulez-vous que les politiques le sachent mieux alors qu'ils sont leurs représentants? Le rôle des hommes politiques consiste aussi à dire la vérité, mais essayer de la dire de manière intelligente et compréhensible par tout le monde. C'est assez difficile parfois, la vérité toute nue, parfois pas belle. Parce que vous avez une permanence à Antony, vous leur dites aux gens qui viennent vous voir, à vos électeurs, je ne vous donnerai pas un appartement parce que il ne faut pas venir commander, c'est pas comme ça que ça marche. Jamais je ne leur dis ça, jamais. Demande-lui, tant que tu y es, demande-lui s'il n'empoche pas de l'argent. Des maires, par exemple, n'ont pas la protection sociale, ils n'ont pas de sécurité sociale. Des maires n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas d'allocation familiale et ils sont payés une misère. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils cumulent les mandats, c'est pour essayer d'avoir une rémunération convenable. Qu'on leur rembourse leur plomage. Donc moralité, beaucoup d'administrations, et surtout les administrations centrales dont on parle peu, confèrent des avantages en nature, voiture, appartement. Il y en a plein les ministères des situations comme ça. On n'en parle pas, on préfère en parler pour la mairie de Paris. Bon, c'est plus chic, mais c'est plutôt une anomalie que la situation qui est faite aux gens qui travaillent dans une telle situation qu'un véritable scandale. C'est quand même aussi beaucoup de discrédit, il faut avoir un gros ciré pour essuyer les crachats, parce que c'est pas très à la mode, et dans les dîners en ville, en général, vous avez quand même votre cortège de mépris à chaque fois. Donc, en plus, vous êtes très mal payé. Bon, vous voulez des héros ou vous voulez des gens qui se rattrapent sur des choses inavouables? Non, il vaudrait mieux les payer convenablement et de manière transparente. Bon Dieu, il y a quand même des trucs vachement plus essentiels, c'est-à-dire, je sais pas, qu'est-ce que vous foutez de l'Europe, là? Le seul garçon qui ose parler d'Europe fédérale, c'est un écologiste allemand. Bonsoir, c'est Joschka Fischer, je suis désolé. Oui, je sais bien, mais alors en France, il y a des gens qui parlent d'Europe fédérale. Ah bon, première nouvelle en tout cas. Par exemple, toute l'UDF. Ah oui, il parle d'une Europe fédérale. Oui, toute l'UDF. Depuis 6 mois, vous voulez dire? Non, depuis toujours. Depuis toujours? Ensuite, vous avez une grande partie des socialistes. Vous avez une grande partie des socialistes qui parle de l'Europe fédérale. Vous avez le mouvement européen... Attendez, on est bien d'accord, l'Europe fédérale, ça veut dire l'anéantissement préalable quand même des modèles nationaux. Non, pas du tout, c'est pas ça le fédéralisme. C'est pas l'anéantissement des modèles nationaux. L'anéantissement, en tout cas leur anéantissement vers une forme supérieure, on peut l'espérer. Non mais je pense que la France a le droit de vivre. Moi
moi je veux pas qu'elle disparaisse. J'aime J'aime beaucoup l'Europe, je suis très européen, je suis même un des plus européens de mon parti. Mais je veux que la France vive. Oui, mais alors... Et même je suis européen parce que je pense que c'est une chance pour la France. Et l'argent du beurre, tous les hommes politiques. Mais parce que ça fait 30 ans que c'est la comédie. Ça fait 30 ans que vous me parlez de l'UDF ou les autres essayent de nous faire croire qu'on va pouvoir bâtir une fédération européenne sans casser un certain nombre de choses. Mais d'abord, on va mettre du temps pour faire ça. Ah bah oui, donc on sera mort avant. Mais non, on est bien vivant. Écoutez, je vous vois là, vous avez l'air en pleine forme. Je suis désolé. Les hommes politiques en France, mais je crois que c'est partout pareil dans l'Occident, n'ont pas encore pris la mesure du cataclysme qui est en train de se produire et qui est en train de lézarder. Le cataclysme, c'est le décodage du génome humain. Ah mais oui, attendez, là la biopolitique, mais nous allons... elle va pas vous attendre, excusez-moi, elle va même pas attendre les économies. L'humanité va dominer cela, elle va dominer ce défi, comme elle a dominé les autres. Les bras m'en tombent, moi. Je voudrais vous dire simplement que le pire n'est pas absolument certain, comme vous avez l'air de considérer. Non, pas du tout. Je vais vous dire, moi, ce que les soi-disant humanistes appellent le pire, moi, je serais plutôt tenté de l'invoquer de mes voeux. Donc, si vous voulez, à ce niveau-là, il risque d'y avoir hiatus et peut-être mes compréhensions que je vais régler tout de suite. Moi, je suis pour les manipulations génétiques. Je ne dis pas qu'elles ne doivent pas être... Mais pas n'importe lesquelles. Ça veut dire quoi? Vous me parlez de démocratie, de liberté. Si les gens veulent avoir des enfants aux yeux bleus, qui va s'ériger en juge pour dire non, vous n'en avez pas le droit? Alors... Oui, mais il n'y a pas que les yeux bleus. Non, je suis bien d'accord, mais parce que c'est l'exemple qu'on nous sort à chaque fois de l'eugénisme nazi, si vous voulez. Bon, mais il n'y a pas que la question des yeux bleus. Moi, je n'ai pas les yeux bleus non plus, alors vous voyez. Justement. Donc, on n'était pas du bon côté. Mais certes, en plus. Donc, c'est produire des bons petits Arméniens. Non, mais voilà, si vous voulez, tout ça, c'est des questions qui sont en train non seulement... qui changent les règles du jeu. C'est pas simplement en train de changer... Mais si avec ça, non, je veux un enfant avec un QI de 160... Moi, j'en veux un de 165. Mais malheureusement pas programmable génétiquement. Etc. Mais attendez, je suis obligé de vous arrêter. Passer commande. Il y a un certain type d'homme politique qui a pratiqué la stratégie inverse. Ce sont ce qu'on appelle les outsiders. Alors ça va de Montand à Tapie à Coluche. Et aujourd'hui, Ken Livingstone à Londres. On va regarder un sujet sur ces gens-là pour pouvoir en parler. Ça a fait l'effet d'une bombe. Ken Livingstone, le rebelle, le républicain, est maire de Londres. Ken le Rouge a suivi les dérives punk de son ami Malcolm McLaren. Son parti peut s'offusquer de ses manières. C'est pourtant ainsi que lui, l'outsider, s'est rendu irrésistible. Dans les années 80, il est le premier à fricoter avec Gerry Adams, le responsable du Sinn Féin, vitrine légale de l'IRA. Ken Livingstone aime être à la marge. Tony Blair, son pire adversaire, est du juste milieu. Le Premier ministre britannique offre le visage rassurant d'un bon père de famille, mais pas de quoi divertir les bouillonnants londoniens. Ken est incongru, décalé comme sa profession de foi, fier d'être opportuniste. Qu'est-ce qu'un outsider? Ce qu'on voudra, qui choque les politiques et qui surprend les électeurs. Ce peut être un chanteur-manager qui deviendra ministre par son brillant opportunisme. Quand je dis il n'y aura plus un jeune chômeur sans formation ici dans moins de 3 ans, je vais l'écrire parce que je vais le faire. Si c'est ça qu'ils veulent, je vais l'écrire et je vais m'y engager par écrit. Les autres, ils passent leur temps à dire aimons-nous les uns les autres, il faut reculer. Ils parlent, ils bavassent. Alors ça, ici, il y en a des parleurs. Mais la justice a vite retiré Tapie à ses fans. La véritable star est en République tchèque. C'est le plus performant des outsiders. Václav Havel, l'écrivain dissident, leader de la révolution de velours. Fan de musique subversive, il fit composer l'hymne national par un musicien de rock progressif. Mais les appareils politiques ne tolèrent pas tous les outsiders. Quand la menace est frontale, trop marginale, les partis montrent les dents. La candidature de Coluche flirtait avec les 20%. Finalement, il préféra laisser tomber. C'est des cons. Voilà. Là, je dois aller là. Pendant ce temps-là, excusez-moi, ce que je vois, c'est des directives qui sont votées à Bruxelles, dont personne n'a rien à foutre. Ils sont en train de calibrer les tomates. Mais non, c'est pas vrai, c'est des conneries. Mais non, c'est pas vrai. Écoutez, je veux bien en parler avec vous, mais c'est des vraies conneries, ça. Peut-être qu'on va en parler. Écoutez, sincèrement, je lis l'histoire de... Comment s'appelle ce tueur en série d'origine nord-africaine, je crois qu'il est au Portugal. Oui. On m'échappe. Bon, attendez, on calibre les tomates, mais on ne calibre pas l'espace juridique européen. Non, attendez. Vous voulez qu'on parle de ça? Ah ben, on va en parler. Parce que là, on est en plein d'éconographe, là. Là-dessus. Premièrement, la Cour n'a pas encore rendu sa décision. Numéro 1. D'accord. Bah, attendez. D'accord, j'en conviens. Deuxièmement, la défense a utilisé un argument qui a un peu impressionné.
mais qui à mon avis est un argument renversable, qui est de dire, si Rezala, il s'appelle, si Rezala, il devait faire plus de 30 ans, ce qui à mon avis n'est pas vrai, s'il pouvait être condamné à plus de 30 ans, on ne pourrait pas l'extrader. Mais c'est une aberration. Ben, on a considéré en Europe que 30 ans c'était le maximum. À tort ou à raison. Mais non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cour de justice européenne qui soit capable de régler ce type de problème. Si, il y a la Cour européenne de Strasbourg, vous trompez. Ben, qu'est-ce qu'elle fait sur ce problème, ce cas précis, elle sera éventuellement saisie. Éventuellement saisie. Et Colombe a quelque chose à dire à Anne Muxel de l'autre côté. Ah, oui. Anne Muxel, vous êtes l'auteur d'un livre sur les jeunes et la politique, publié chez Hachette, et vous détruisez un cliché. En fait, les jeunes s'intéressent à la politique, contrairement à ce qu'on croit. Ils s'intéressent, ce n'est pas tant qu'ils s'intéressent à la politique, c'est qu'ils ne sont pas dépolitisés. Je tiens tout à fait à ce mot. C'est-à-dire qu'ils ne désinvestissent pas le politique, ils attendent toujours des choses de la politique, et surtout, quand il y a des actions à mener, ils descendent dans la rue, ils peuvent se mobiliser politiquement, donc ils sont actifs en politique. Mais il y a un désaveu pour la politique. Il y a une sorte de désaveu, de distance critique, de lucidité, surtout à l'égard de la politique et des jeux politiciens, qui finalement les conduit à avoir un regard effectivement distant, critique, à souvent tenir des discours au cours desquels ils expriment une sorte de discrédit finalement des hommes et de la classe politique dans leur ensemble. Mais ils manifestent, par exemple, quand leurs intérêts sont en jeu. Par exemple, on le voit aujourd'hui pour les derniers à faire la classe militaire. Là, ils vont manifester en nombre. Dès que quelque chose les concerne, et surtout quelque chose qui touche à leurs droits élémentaires, comme effectivement le droit à la formation. Donc dès qu'on touche au système de formation, au système éducatif, que ce soit un gouvernement de droite du reste comme un gouvernement de gauche, à chaque fois les jeunes sont dans la rue. Alors c'est pour ça qu'il y a un désaveu, c'est parce que les hommes politiques ne répondent pas aux attentes des jeunes et des gens en général, parce que le discours politique finalement n'est pas très concret. C'est très compliqué de comprendre pourquoi effectivement il y a ce désaveu, parce que bon, il ne concerne pas seulement les jeunes. Si on interroge l'ensemble des Français, si on interroge l'ensemble des Européens, si on va même un peu plus loin, si on va voir l'ensemble des Américains, on trouve effectivement une sorte de discrédit assez général qui est réservé à la classe politique. J'ai travaillé récemment sur une étude comparative européenne, et c'est curieusement les jeunes Italiens qui ont le plus de confiance dans les partis, dans les hommes politiques, alors que pourtant on connaît par ailleurs toutes les difficultés que connaît ce pays quant à trouver une quelconque stabilité politique. Donc c'est assez difficile de comprendre au fond ce désaveu. Bon croissant. Franchement, ils parlent en hébreu, je comprends rien ce qu'ils disent, quoi. Ils emploient des mots, ils parlent pas aux jeunes, franchement. C'est pas facile d'accès. Mais même les députés s'endorment à l'Assemblée, qu'est-ce que tu veux que nous on s'endorme pas aussi? Ils ont la loi, ils ont le budget, ils ont... La répression. Ouais, c'est vrai, ça fait partie du truc. C'est un conseil de gens, ils se voient, ils se connaissent tous depuis qu'ils ont fait des études ensemble, et puis ils gèrent l'affaire entre eux, et voilà. Il faudrait qu'ils essayent de vivre avec leurs femmes et leurs gosses dans un petit 2 pièces en banlieue. Je sais pas, c'est dommage, c'est que ça devient un peu une sorte d'oligarchie, quoi. Une sorte d'hommes politiques qui sont au-dessus du lot et qui savent gérer les choses. Et justement, qui utilisent des mots compliqués pour que nous, on s'en mêle pas, quoi. Forcément, on trouve ça débile et on s'y intéresse pas, quoi. Et donc j'ai plutôt l'impression que le problème, il est là, quoi. J'ai essayé de m'y intéresser, j'ai demandé à ma mère, je savais même pas ce que c'était gauche et droite, quoi. J'ai demandé à ma mère, elle m'a dit la gauche c'est pour les ouvriers, les paysans, la droite c'est pour les riches. Alors comme ça, voilà. Présenté comme ça, ouais. Présenté comme ça, on va pas aller loin. C'est le premier truc auquel je m'intéresse, moi, citoyenne, enfin je sais pas, je vote pas, je fais rien, je m'en fiche totalement. Mais consommatrice, ouais, j'y suis. Je veux dire, je mets de l'essence dans ma voiture, tout ça, ça m'intéresse plus. S'il y en a un qui va augmenter l'essence à fond, forcément, je vais pas voter pour lui si je me mets à voter. Moi, j'ai la politique par les guignols, quoi. Ouais, ça les influence tellement, on peut dire que... Bah ouais. Ça joue, hein, ça joue à fond. Le Chirac, on dit qu'il a été élu grâce au guignol. C'est clair. Et puis dans le rôle qu'il tient maintenant du mec qui attend que Jospin fasse la première connerie pour en profiter, bah, c'est pour ça qu'il fait du pluie. Hein. C'est eux qui ont commencé par le caricaturer comme ça, et maintenant il le joue vraiment comme ça, quoi. Je suis complètement affligé de voir, excuse, hein, mais de voir un jeune ou une jeune de 16 ou 17 ans me dire je vais voter pour celui qui n'augmente pas l'essence. Là, si tu veux, c'est la fin des haricots, quoi. Mais soyons honnêtes, non, mais je veux dire, peux pas leur demander d'être idéaliste dans une jeunesse qui recherche le consensus.
Ça, c'est peut-être la première fois dans l'histoire, en tout cas de l'Occident, où ça survient. Que je sache. Il y a quand même une liste d'accusations du monde politique et de sa manière de communiquer qui est frappante. Bien entendu, parce qu'ils sont à l'âge de l'idéal, des grandes exigences, et en même temps, la politique est un très long apprentissage dans un domaine porteur de beaucoup de mythes, mais aussi de beaucoup de déceptions. Et donc, leur apprentissage passe par les déceptions. Est-ce que tu as entendu un seul homme politique te dire « l'euro c'est formidable », vraiment avec exaltation, l'euro c'est bien, avec l'euro tu vois, regarde tout ce que tu vas pouvoir faire. Si un politique te disait ça et pas « l'euro c'est 6,85, c'est tel ou tel abaissement de 2,3% de ceci ou de cela, c'est tel ou tel ajustement », c'est comme ça qu'ils te parlent. Et c'est pour ça à mon avis qu'ils sont décrédibilisés. Les hommes politiques qui parlent clairement, qui disent « faut arrêter, la sécurité, le machin, le truc », ils sont très clairs. Et eux, ils ont des voix, mais c'est vrai. Les jeunes d'aujourd'hui aussi, ils recherchent le consensus, ils ont peur du conflit qui fait pourtant l'essence même de la politique. Et donc, alors ils cherchent à évincer le conflit. Donc, ce qui les intéresse assez dans cette cohabitation et cette alternance politique, et d'ailleurs ils en font usage, c'est l'utilisation, l'instrumentalisation de la politique et notamment du vote comme contre-pouvoir. Voilà. Voilà, bah alors si les jeunes préfèrent la cohabitation, c'est un petit peu gênant pour vous les hommes politiques. La cohabitation est le moyen que les Français ont trouvé pour diminuer un pouvoir qu'ils estiment trop important. Et finalement, je crois que c'est ça ce qui caractérise l'expérience du XXe siècle, c'est d'être très grande méfiance à l'égard du pouvoir politique et de ne lui consentir qu'un minimum de pouvoir. En même temps, ils sont demandeurs d'idéaux. Ils sont aussi idéalistes. Et ça, je crois qu'il y a aussi un grand besoin, un grand désir de la part des jeunes d'une information politique. Alors ça, je crois que c'est le travail des médias, mais d'une bonne information politique qui permette justement, aux jeunes et aux autres de mieux comprendre les enjeux politiques qui font débat, qui font problème et qui renvoient à des enjeux de société. Écoutez, d'abord, je crois que c'est la vie qui est comme ça. C'est-à-dire que Marx a dit « les hommes ne savent pas l'histoire qu'ils font ». Et évidemment, le plus difficile dans l'actualité, c'est de comprendre sa projection dans l'avenir pour tout le monde. Et chacun, là-dessus, déploie sa grille de lecture. Donc que l'ensemble de l'opinion n'ait pas, au moment où le conflit a lieu, une claire vision de la nature du conflit, du rapport des forces en présence et de leur devenir et de leurs conséquences sur l'avenir, mon Dieu, c'est simplement parce que c'est une société humaine et que personne, jamais, n'a pu le faire non plus. Les 12 et 19 mars, vous élirez les conseillers municipaux pour choisir votre maire. Vous choisirez les femmes et les hommes qui détermineront l'avenir de votre commune, la qualité de la vie, l'urbanisme, les installations sportives, l'animation culturelle, la solidarité, votre vie quotidienne. Les 12 et 19 mars, prenez en main votre vie de tous les jours. Votez. On a maintenu la politique hors les murs des écoles, hors les murs des lycées. C'est vrai que, du coup, moi, je plaide volontiers pour le retour de la politique à l'école. Je trouve que même il devrait y avoir des débats politiques qui soient organisés. Je crois qu'il y aurait vraiment un effort de contenu, d'enseignement à faire. Je crois que ce n'est pas tellement les enseignants qui font un petit peu ce qu'ils peuvent dans le domaine, qu'il faudrait effectivement réfléchir à un plus haut niveau à ce que serait que cette réhabilitation de la politique, parce que ça permettrait donc les aux valeurs jeunes... de la République, mais aussi le... Non, comment ça marche, ça permettrait aussi tous les phénomènes comme la globalisation, comme... Parce que, par exemple, aujourd'hui, j'imagine un jeune qui entend parler de globalisation. Dans la société, il ne faut pas regarder que la carrosserie. Il faudrait de temps en temps ouvrir le capot du moteur et regarder comment sont connectés les fils. Ça permettrait de réhabiliter la politique, de réhabiliter le respect en politique, et les jeunes ne regarderaient plus la politique qu'au travers simplement de la dérision et des guignols de l'info, qui sont peut-être certes une très bonne émission, mais qui ne donnent qu'un aspect quand même, qu'une lecture des choses. Déjà, ils sortent tous de la même école. Hein. Voilà, quand j'essaye de faire du neuf, ça sonne faux. Tous les mêmes, ils sont tous moulés. Une mauvaise musique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'image qu'ils donnent, elle colle pas à aujourd'hui, quoi. C'est vraiment ça, c'est ça, c'est que ça choque énormément l'image qu'ils donnent. Et comme c'est hyper important l'image
que tu véhicules dans ce qu'ils font déjà, à partir de là, ils sont grillés, quoi. Ils peuvent pas être crédibles. Donc dans ce cas, c'est pas très grave, c'est pas structurel, quoi. C'est juste l'image. C'est juste une question d'image. Pour la plupart des gens, c'est vachement important, ça. Je veux dire. Ah ouais. D'accord. Mais non, mais dans ce cas, c'est pas très grave. Parce que ça veut dire que par ailleurs, ils peuvent être de très bons gestionnaires, de très bons idéologues et faire avancer les choses, c'est l'image. Pour autant, il y avait un langage, j'allais dire officiel, quasiment de la jeunesse, qui revendiquait malgré tout une volonté de conflit. Moi, c'est la seule chose qui pouvait éventuellement, me semble-t-il, être sauvée. C'est-à-dire qu'après ça puisse se traduire sous des formes ou d'autres. À la limite, je trouve que c'est pas si important. Mais si vous voulez, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on est arrivé à faire gober aux jeunes qu'il fallait moraliser la politique. Moi, je m'en fous que les hommes politiques soient corrompus. Vous voulez que je vous dise, s'ils font des grandes choses, eh ben, ils peuvent être corrompus après tout. Qui est-ce qui fait recette? Les Borgia, que je sache, c'était pas des jésuites, et ils ont quand même fait... non, ça c'est pas très bien terminé. Qui fait recette sur la base ça, c'est peut-être pas très bien terminé, Qui fait recette sur la base de la moralisation et de l'honnêteté en politique? Vous le savez? Tout le monde. Non? Le national, voilà, exactement. Oui, tout le monde a préparé son chemin. Staline, Hitler... Non mais bon, ça... Toujours. Mais on lui a vous croyez pas qu'Hitler... Donc c'est pas à lui de rappeler alors. Si on lui laisse la scène là-dessus, c'est dangereux. Je ne dis pas toujours tout. Parce que quand je dis quelque chose, vraiment je m'efforce que ce soit vrai, mais si ça n'est pas souhaitable de le dire, je le tais. Vous pouvez nous donner un exemple sur lequel il y a prescription, par exemple? Vous avez menti un peu, vous avez omis quelque chose pour pouvoir faire passer. Mais par exemple, d'une manière très simple, si on est candidat à quelque chose, il y a un moment pour annoncer sa candidature, y compris à ses proches, y compris à ses amis politiques. Et ce moment, il faut vraiment bien le choisir et il faut l'attendre. Et pendant tout le temps qu'il n'est pas arrivé, même si on en a l'ambition, il faut se taire. Ce qui montre que c'est toujours un peu ridicule. Regardez Édouard Balladur, ce qui lui est fatal, sans doute, c'est de s'être déclaré tardivement pour la mairie de Paris. Peut-être en 30 ans où j'ai assisté à des débats, c'est la première fois que je vois un homme politique oser dire qu'effectivement la politique c'est aussi du domaine de la ruse, que la politique c'est aussi du domaine de la stratégie, que la politique c'est aussi donc du domaine de la guerre, que c'est aussi du domaine de la dissimulation, et pourquoi pas effectivement du mensonge. Mais bon Dieu, mais dites-le, peut-être que les gens vous croiront plus. Mais attendez, mais le mensonge est souvent une grande maladresse. Le mensonge est finalement... Disons la dissimulation ou la ruse, finalement une espèce de faiblesse qu'on est obligé d'employer quand on n'a pas su éviter la question qui dérangeait, ou peut-être ce que vous appelez la langue de bois. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la langue de bois, ça évite de mentir? Oui, c'est ça la noblesse de la langue de bois, c'est qu'elle évite le mensonge. Quand elle est bien cirée avec un produit particulier que je vous indiquerai tout à l'heure. Il y a la cajou et puis il y a le cajou. Entire debate written in advance. It says here, the minister's going to propose 5 years compulsory national service in the Falklands for all young men whose parents earn less than £20,000 a year. And therefore, we are going to introduce a 5-year period of national service in the Falklands for all young men whose parents earn less than £20,000 a year. Order. Cue. Jusqu'en 1981, on nous a expliqué que chaque élection, c'était un enjeu de société. Nous allions passer de l'ombre à la lumière, nous allions passer du parti des châteaux au parti des chaumières. Enfin, on vivait dans un monde très caricaturé et où tout le monde était tendu l'un vers l'autre dans une quasi-guerre civile. Et puis finalement la gauche arrivée au pouvoir a fait comme tout le monde, c'est-à-dire pas grand-chose. Et finalement l'alternance est venue alors qu'ils nous avaient dit qu'il n'y en aurait plus. Après il n'y aurait plus d'alternance. Ils nous avaient eux-mêmes expliqué ça, quelle folie. Bon, heureusement ils avaient tort. Bon, et il y a eu des alternances après eux. Et c'est très bien comme ça. Et donc les gens, évidemment aujourd'hui, n'ont plus le sentiment que l'avenir du monde est en cause
à chaque élection. Et donc, aujourd'hui, ce qui définit l'idéologie de la gauche, je ne le sais pas, et la gauche ne le sait pas elle-même. Alors, évidemment, attendez, pour la droite, c'est un vrai problème, parce que longtemps, la droite s'est définie comme le refus de la gauche. Alors, le refus de la gauche qui ne sait plus ce qu'elle est, pour se définir soi-même, ça devient effectivement très difficile. Quand on entend maintenant quelqu'un dire « Ah, les socialo-communistes », ça devient très compliqué. Évidemment que plus personne ne peut s'y retrouver. C'est la gauche social-démocrate qui lance en fait la modernisation de la bourse française. Et c'est la droite soi-disant libérale qui fonctionne comme on n'a jamais fonctionné en France. Donc les gens, ils disent, bon, c'est normal, c'est n'importe quoi. Francis, c'est n'importe quoi. Guido, l'étudiant italien qui habite la chambre de bonne du 7e. Qui a la plume, Guido? Oui. Ouais. Il a volé des poules pour convaincre une fille de coucher avec lui là au Passy. Et alors? Le vote des immigrés, vous êtes l'enfant d'un père qui est mort apatride en France. Oui. Pourtant, vous êtes encore contre le vote des immigrés. Oui, bien sûr. Alors, pour plusieurs raisons fortes. D'abord, la première raison, c'est que je crois que c'est un des attributs de la nationalité. Que le droit de vote est un des attributs de la nationalité et que le jour où on distribuera le droit de vote sans distribuer la nationalité, finalement le contenu de la nationalité se restreindra, deviendra de plus en plus petit jusqu'à finir à la longue par ne plus exister. Et donc c'est l'identité nationale qui est menacée. On n'attribue pas forcément la nationalité à des gens qui sont très intégrés. Attendez, on attribue la nationalité en France à plus de 100 000 personnes en moyenne par an. Et lorsque l'on me parle des pays de l'Europe du Nord en disant mais eux le permettent aux élections locales, pourquoi nous ne ferions pas la même chose, je constate, qu'il y a très peu de gens, très peu d'étrangers qui vivent dans ces pays-là, donc ils consentent ça à peu de gens. Et deuxièmement, ils ne leur donnent pas la nationalité de leur pays et le droit de vote aux élections locales est une contrepartie au refus de la nationalité d'une manière générale. Nous, en France, on est très généreux, nous nous intégrons très généreusement et le meilleur moyen pour voter, c'est d'avoir la nationalité. Et moi, je suis sur ce point, évidemment, pour que nous soyons généreux et que nous continuions à l'être. Pour vous, il n'y a pas une contradiction, le fait de pouvoir payer ses impôts dans un pays et ne pas pouvoir y voter? Alors donc vous votez aussi aux élections politiques. Donc vous votez aussi pour le président de la République, parce que vous payez aussi l'impôt sur le revenu. Pourquoi seulement pour les élections locales? Vous payez tous les impôts quand vous vivez dans un pays. J'ajouterais, je demande aussi le droit de... C'est le problème d'appartenir à une société sans être inclus dans une nation. Non, mais elle perd toute signification. Je demande aussi le droit de réciprocité, par exemple, et le vrai droit de réciprocité. C'est-à-dire que pour un Irakien qui voterait en France, je demande à ce que des Français vivant en Irak puissent voter. Et je demande qu'ils puissent voter avec le même sens que ça a chez nous, c'est-à-dire que ça ne soit pas une dictature, mais une démocratie. C'est un vrai problème pour ces jeunes qui ont par exemple la nationalité française, dont les parents n'ont pas la nationalité française, mais qui vivent et sont intégrés. Bon cas, oui, non, mais donc vous le comprendrez d'autant mieux. Qui vivent, qui sont intégrés au pays, à la France, qui travaillent. Les parents ne votent pas, ne peuvent pas voter, n'ont pas le droit de vote. Et les enfants, on attend qu'ils votent. Alors on ne peut pas demander à ces jeunes de s'intégrer correctement à la société française. Et après, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des problèmes de citoyenneté, de civisme. Non, sûrement pas vous. Je suis mal intégré, mais mon père, madame, mon père, écoutez-moi, mon père n'avait pas le droit de vote. Il est mort sans jamais voter. Moi, je suis député de la République. Il faut croire que la France est bonne fille quand même, non? Je souhaite à tous les jeunes issus de l'immigration et même destinés. Donc je veux vous dire que l'intégration fonctionne de manière accélérée dans le pays. Le maire d'Antony vous le dit. Le problème, c'est qu'il me semble quand même qu'il y a beaucoup d'émotions, j'allais dire, justement, proches de la démagogie dans ce type de problématique. J'ai pas une position très arrêtée, je suis un peu dans l'obligation de le reconnaître. Bon, moi, j'ai vécu en banlieue pendant une bonne vingtaine d'années, j'ai un léger doute. Ceci dit, c'est pas de la faute, évidemment, des immigrés. Y a-t-il un ministère de l'immigration et de la citoyenneté dans ce beau pays de cocagne? Oui, enfin, il n'y a pas un ministère particulier, mais il y a des directions. Tout est éclaté entre divers ministères, diverses administrations. Ah non, mais pas du tout. Au Canada, d'où je viens, il y a un ministère de l'immigration et de la citoyenneté qui prend en charge la problématique. Excusez-moi, qui prend en charge la problématique. Où est cette... Alors, on fait des discours sur les institutions, etc. Mais où est le basique? Il n'existe même pas. Très bien, Anthony. Faites attention à l'air,
revoir. Au revoir.